Bonsoir Hugo et merci d'être avec nous dans cette émission ce soir. Bonsoir à toi, Donc c'est avec plaisir. tu es député de la France Insoumise et on va revenir sur un projet de loi qui aujourd'hui fait débat, c'est le projet de loi sécurité globale. Moi j'ai déjà une question. Est-ce qu'il y avait une temporalité et une urgence à légiférer alors qu'on est déjà dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire? Hier dans cette émission, Ari Halimi a rappelé que depuis 2007, on empile les lois sécuritaires. Est-ce qu'il n'y a pas, une fois de plus, un non-respect des parlementaires, puisqu'on voit que c'est un texte qui va arriver rapidement, il va y avoir un débat, un vote. Est-ce que c'est vraiment l'urgence aujourd'hui de légiférer sur ce texte-là? Non, c'est absolument pas l'urgence. On voit bien là que on est encore dans la continuité de ce qu'avait initié Castaner lui-même aussi un peu Gérard Collomb et des différents ministres de l'Intérieur finalement, de coller aux desiderata des organisations syndicales policières, les corporations essentiellement, hein, qui sont d'ailleurs les plus radicalisées. Et finalement, on voit bien que c'est pas tant de notre point de vue de citoyen ou de militant politique, évidemment, il n'y a pas d'urgence à ça. Du point de vue du pouvoir, il y a une urgence à continuer à satisfaire les policiers et les policiers. Enfin, je dis les policiers et les policiers, c'est pas juste parce qu'en fait, ils satisfont aux demandes des syndicats les plus radicalisés dans le sein de la police, les plus violents, les plus corpos, parce qu'ils ont besoin d'eux pour gouverner ce pays, en fait. Ils l'ont montré sur l'épisode des Gilets jaunes. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes dans leurs propos. C'était Castaner, mais pas le seul. Le Premier ministre aussi, Édouard Philippe, le disait. Il disait par cette formule-là, pour galvaniser les troupes, il disait vous êtes le dernier rempart de la République. Et c'était vrai, puisque en fait, normalement, ils sont censés avoir un rempart qui s'appelle le gouvernement, un rempart, façon de parler, mais le gouvernement et les actes de gouvernement qu'il pose, c'est ça qui fait République. Si la République, ce n'est plus qu'aligner des policiers armés jusqu'aux dents pour taper sur la tronche des gilets jaunes ou autres, bon, ça laisse à désirer. Mais ils ont bien vu à l'époque qu'effectivement, s'ils n'avaient plus le soutien des policiers, alors ils n'avaient plus personne. Absolument personne. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens auraient pris le palais de l'Élysée. C'est ça qui se serait passé. Hein. Et en fait, la situation sanitaire, elle est la continuation de ça aussi, parce qu'on voit bien que le fait que on soit dans une situation, on n'a pas rouvert de lits de réanimation suffisants, on a cassé l'hôpital public, on n'a plus les moyens de prendre en charge les gens correctement, donc, on fait des pseudo-confinements qui sont des vrais faux confinements pour lutter contre la deuxième vague. Comme ils ne se sont pas préparés, et ben, ce qui leur reste, c'est la matraque. C'est-à-dire d'aller faire des contrôles pour vérifier que les petits commerces soient fermés, les contrôles de l'attestation, etc. Et continuent d'avoir besoin de ce pouvoir qu'on a qualifié du coup d'autoritaire, se repose essentiellement sur une activité répressive de contrôle social. Et pour ça, ils ont besoin de satisfaire au moins les organisations syndicales policières, parce que sinon, effectivement, ils auraient tout le monde contre eux, quoi. Ils ne tiendraient plus le pouvoir. C'est ça, factuellement, ce qui est la situation. Après, en plus, en termes d'agenda, ce qui est extraordinaire, c'est que la proposition de loi, parce qu'il faut rappeler que c'est une proposition de loi et pas un projet de loi, donc ils se servent de députés de la République en marche, en l'occurrence Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, pour pas empiéter sur leur propre agenda dans le partage de l'agenda dans l'Assemblée, hein, sur le temps gouvernemental et le temps parlementaire. Et puis, parce qu'en fait, Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, leur rapport sur le continuum de sécurité, je mets des grosses guillemets parce que c'est un gros mot, enfin, c'est pas un beau mot d'ailleurs, en tout cas, ça traduit des objectifs politiques que je ne partage pas. Ils ont fait ça en 2018, leur mission d'information. Ils avaient déjà proposé un premier texte à ce moment-là, puis une deuxième version de leur texte en janvier 2020. Puis là, une nouvelle version. Alors, en plus, il y a eu deux versions déposées. Il y a eu une première, elle n'a jamais été rendue publique. Elle a été rendue publique par voie de presse, parce que c'est Next Impact, je crois, qui avait réussi à choper le projet, la proposition de loi, pardon. Et 48 heures plus tard, ils ont redéposé une autre version, puisque Darmanin a refourgué deux, trois trucs à glisser dedans à l'arrache, sur les drones, sur des sujets comme cela. Et donc, on voit qu'il y a effectivement une précipitation. Il y a une précipitation, pourquoi? Pour répondre à une actualité. Et l'actualité, ça a été l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty. Voilà, parce faut avoir une réponse. Et comme le faisait Sarkozy, c'est-à-dire un événement, une loi, un fait divers, une loi, ben, on est reparti là-dedans, quoi. Mais ils ont prévu, ils en ont quand même profité, pardon, pour recaser des trucs qu'ils avaient en stock, qu'ils ne savaient pas comment passer autrement, enfin à l'agenda en tout cas, et ils l'ont mis de là-dedans. Donc on voit l'intérêt de leur point de vue, on voit pas le lien avec l'intérêt général, ça c'est clair. Et puis dernier élément,
il était prévu quand même, en théorie, Castaner avait annoncé un texte sur la sécurité. Il y a plus d'un an et demi. Il avait annoncé que, en lançant les travaux du livre blanc sur la sécurité, qu'il fallait qu'on revoie donc les questions de maintien de l'ordre, les questions de sécurité publique, de procédure pénale, enfin voilà, tout ce qui touche les policiers dans leur quotidien et les gendarmes. Hein, quand je dis la police, c'est par extension les gendarmes aussi avec, hein, évidemment. Et, euh, et donc, il a fait une grande réflexion et ça aboutira sur une loi cadre. Ils avaient aussi prévu de faire une programmation budgétaire pluriannuelle pour donner des moyens à la police dans le temps, etc. Finalement, avec le confinement, le machin, les autres lois qui sont passées devant, ça a un peu chamboulé leur calendrier. Et donc, on arrive à cette situation lunaire, c'est que, en fait, Darmanin va présenter le livre blanc sur la sécurité aussi à l'arrache et dans la précipitation, puisqu'ils ont accéléré ce calendrier-là, ce samedi. Et donc, on a un texte de loi qu'on discute avant même d'avoir eu les conclusions du truc de réflexion qu'ils avaient mis en œuvre pour aboutir à une loi. Ça veut bien dire en plus que voilà, le tintouin sur la démocratie en mode on a consulté largement, c'est le fruit d'une réflexion, etc., ne tient absolument pas la route. Et dernier petit exemple, et après je m'arrête là, c'est que j'ai auditionné la fédération, ils ont demandé à ce qu'on discute, et je l'ai fait avec grand plaisir, la Fédération française des activités de sécurité privée. Et eux-mêmes, il y a des dispositions dans cette loi sur le continuum de sécurité, sur les premières parties, hein, la deuxième partie en l'occurrence sur la sécurité privée, qui n'est pas celle qui est dans l'œil du cyclone médiatique en ce moment et qu'on retient le plus de ce texte. Et eux-mêmes se disaient, mais attendez, il y a des trucs, en fait, on ne sait pas d'où ça sort, nous on ne les a pas demandés, je ne comprends pas quoi. Enfin, ils comprennent pas eux-mêmes. Donc on aurait pu se dire ça vient de certains secteurs qui ont fait du lobbying, qui ont réussi à caser des éléments, mais même pas quoi. Même pas. Là, je viens de voir un communiqué des policiers municipaux, des syndicats nationaux indépendants des policiers municipaux, je sais pas quoi, qui se plaint de ne pas avoir été associé pour écrire ce texte. Ce qui semble lunaire, quoi, parce que la première partie, ça concerne la police municipale. Bon, alors il demande des horreurs aussi, hein, ce syndicat-là d'armée, c'est-à-dire d'armer 100% des policiers municipaux, donc ça va pas m'enchanter non plus, mais on peut déplorer le fait que effectivement il y a une précipitation, en plus c'est une PPL, on n'est pas obligé de passer par le Conseil d'État, on n'est pas obligé de passer par le fait de faire une étude d'impact, on peut faire ça tout à fait à l'arrache, ça prend de court les parlementaires, les ONG, les gens qui s'y intéressent, et on voit que la réaction là, elle est... là, ça monte un peu en puissance parce que ça va arriver en séance, mais tout le monde est un peu pris de court parce qu'effectivement, il y a l'état d'urgence sanitaire, puis il y a plein d'autres sujets en parallèle. Voilà. Dans cette loi, il y a plein de choses. Effectivement, il y a la partie sur le floutage et les images, mais il y a d'autres choses. Notamment, tu viens d'en parler, les premiers articles qui parlent du continuum de sécurité, en disant que la sécurité privée est un maillon essentiel du schéma de sécurité en France. Est-ce que c'est pas le dernier étage de la fusée pour privatiser totalement la sécurité en France? Alors, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore totalement parce qu'y compris à droite, en fait, il faut le dire quand même, hein, à droite, il y a une droite qui a une conception régalienne et de la sécurité, des missions de sécurité, et qui ne veut absolument pas que des pouvoirs, notamment de police judiciaire, hein, concrètement, et de coercition, soient dévolus à la sécurité privée, qu'ils ne voudront jamais. N'empêche qu'effectivement, c'est la pente qu'on continue de suivre. Mais ce n'est pas une nouveauté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'inscrit dans un continuum, si je puis parler ainsi, de lois successives qui n'ont fait que renforcer les moyens des policiers, des prérogatives des polices municipales, renforcer les prérogatives des agents de sécurité privée. Et il y a eu déjà eu une première accélération sous le gouvernement socialiste précédent, notamment après l'attentat du Bataclan et l'attentat à Charlie Hebdo, évidemment, où on a à ce moment-là commencé du coup l'armement des polices municipales à titre dérogatoire si les maires le demandaient dans les communes de plus de machin chose. Enfin, voilà. C'est là aussi où on a commencé à dire que les agents de sécurité privée, parce qu'il y avait les événements sportifs autour de l'Euro de foot, que eux aussi pouvaient partager des prérogatives sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Ça a été inscrit définitivement après l'état d'urgence dans la loi SILT, hein, sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, celle qui a mis l'état d'urgence dans le droit commun. Donc c'est une longue continuité. Et même avant les attaques terroristes, il y avait déjà eu plusieurs il y a eu des volontés, et dans la loi hein, d'ailleurs, de renforcer les prérogatives des polices municipales sous l'impulsion de maires, d'édiles locaux qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez
de moyens et qu'ils dépendaient trop de la police nationale. Et souvent, ça s'est aussi construit sur les carences de la police nationale sur le territoire. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est le dernier étage de la fusée pour privatiser? Pas encore. Pas encore, mais en tout cas, on est dans le sémantiquement et idéologiquement, on est dans le brouillage complet qui permet ça ensuite, effectivement. De se dire que finalement, un agent de sécurité privée, bah, lui aussi fait de la sécurité au même titre que le policier. Alors, c'est pas exactement la même prérogative, mais tout ça va dans le même continuum de sécurité, ce qui ensuite valide le fait qu'on leur donne des prérogatives supplémentaires et que par certains aspects, on peut dire bah, demain, pourquoi on mettrait un policier? Le policier, il est là pour se concentrer sur les plus grosses enquêtes ou être visible dans la rue, dans des voitures, mais sinon, le reste du temps, un agent de sécurité privée peut très bien faire le même travail pour peu qu'on lui donne les prérogatives du point de vue du code de procédure pénale. Quoi. Il Et y a pas un danger justement parce que les policiers sont des gens qui sont formés à exercer le métier du maintien de l'ordre et les agents de sécurité privée, on n'a pas de regard sur leur formation aujourd'hui. non, enfin, ils sont censés avoir une certification qui est contrôlée par le CNAPS, mais en fait, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité, euh, l'organisme qui chapeaute ça, mais sauf que cet organisme est sous-dimensionné. Donc, la Fédération de sécurité privée, d'ailleurs, s'en plaignait, parce que même ils s'en plaignent, parce que c'est le bazar sur le marché de la sécurité, en fait. C'est de la concurrence déloyale quand les gens font n'importe quoi et que vous essayez de respecter les règles. Donc, eux-mêmes se plaignaient de ça. Il y avait une taxe qui était instaurée, en fait, pour financer le CNAPS et il m'expliquait que cette taxe, ça faisait plusieurs années que seulement 50% du produit de la taxe était affecté au CNAPS. Le reste allait dans le budget général de l'État. Donc ils étaient dégoûtés, quoi. Ils disaient on paye une taxe censée nous rendre un service d'un organisme régulateur au bénéfice de tous, et la moitié du pognon part dans le budget général. Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Bon, donc on a un CNAPS qui est sous-dimensionné et ça a été pointé par le rapport de la Cour des comptes, un rapport de la Cour des comptes en 2018. Et d'ailleurs eux-mêmes s'en sont alertés au gouvernement parce qu'ils ont dit attendez, il y a plein de gens qui ont qui font agents de sécurité privée, on ne sait pas qui c'est. Il y en a peut-être certains, ils sont fichés au FSPRT, des personnes radicalisées pour terrorisme islamiste. Bon, pour terrorisme en tout cas. Et donc là, ils se sont dit ah ouais, faut peut-être qu'on contrôle un petit peu plus parce que ça pourrait poser deux trois problèmes quoi. Donc euh, on est dans le manque de moyens de régulation et encore même quand on dit ça, je ne veux pas non plus laisser penser que la formation des policiers nationaux du coup est excellente et qu'il n'y aurait rien à redire et que la sécurité privée pose problème. Puisqu'il y a aussi des tas de problèmes sur la formation dans la police nationale, la gendarmerie nationale. D'ailleurs, la durée de formation initiale pour un gardien de la paix, le premier grade de policier, ça a été réduit à 9 mois de formation alors qu'avant c'était un an. Et on a recruté des gens avec des notes de réussite au concours de plus en plus basses, parce que forcément, on a voulu recruter plus rapidement, plus vite, etc. Et donc, ça crée des problématiques de sortie d'école où il se passe n'importe quoi. Si je devais donner un exemple hyper récent du n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé à Nîmes, à l'école de police de Nîmes. Tu as peut-être vu passer l'info des policiers qui ont fait la fête devant l'école, dehors, à 100, 120, là, alors que c'est censé avoir le couvre-feu, le confinement, le machin. Quoi. Enfin, c'est du délire, quoi. Du grand délire. Mais moi, ça m'étonne pas. Donc, bon, mais dans l'absolu, il faudrait, et c'est aussi une demande de la Fédération de la sécurité privée, qui est effectivement une montée en puissance de la formation, de la qualification et des formations qui sont demandées aux agents de sécurité privée. Et tout ça pourrait être chapeauté par un CNAPS renforcé et avec des moyens. C'est-à-dire qu'eux plaident, quand même, moi ça me va hein, comme argument, ils plaident pour la remise en place de la fameuse taxe en question. Nous, pas de problème, mais mettez-nous une taxe, c'est à notre profit, ça nous sera utile. Ça nous sera utile, quoi. Donc, faisons ça. Alors, est-ce que c'est ce qui est prévu dans le texte de loi? Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas question de ça. Alors, on parle un peu vaguement de formation, mais c'est pas lié directement à la formation initiale. Et il y a même un article du texte qui prévoit, ça a été introduit par amendement par le gouvernement, qu'on ne puisse pas accéder au métier de la sécurité privée par voie de VAE, la validation des acquis et d'expérience. Ce qui semble. Personne ne sait d'où ça sort. Pourquoi on ne pourrait pas faire de VAE? Parce qu'une validation d'acquis et d'expérience, c'est pas je prétends avoir les qualifications pour faire agent de sécurité privée et donc j'ai le petit certificat qui me permet de faire agent de sécurité privée. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est contrôlé par le CNAPS avec des professionnels qui regardent si les éléments apportés par la personne lui permettent d'avoir cette VAE. Puis la VAE, c'est un truc qui est permis pour tout le monde, quoi. Pourquoi pas pour cela? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, on marche sur la tête avec ce texte de loi.
Par contre, ils vont filer des petites prérogatives en plus aux agents de sécurité privée, dans certains cas, dans certains cadres, de pouvoir faire des relevés d'identité. Alors, ce n'est pas encore le contrôle d'identité au sens de l'article 78.2 que certains connaissent parfaitement quand ils vont en manifestation ou dans les gares, par exemple. Mais voilà, c'est une étape qu'on franchit. C'est le relevé d'identité. Demain, ce sera le contrôle d'identité parce qu'on dira bah, attendez, le relevé, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on puisse contrôler aussi avec ce qui va avec. Si la personne nous refuse de donner son identité, il faudrait qu'on puisse l'interpeller, etc., etc. On voit comment ça fonctionne hein, de la sorte. Donc, ouais, la formation, ça devrait être quelque chose de fondamental. Mais pour moi, c'est pour tout le monde, quoi. Parce qu'on pourrait aussi discuter de la formation initiale des policiers municipaux, qui pourrait être bien nettement améliorée. Et on voit bien qu'on a un texte qui donne des prérogatives, sans pour autant renforcer les moyens de contrôle. Et dans les moyens de contrôle, il y a les moyens d'autocontrôle de l'individu, de son propre respect de la loi. Donc ça, c'est la formation, évidemment, initiale et continue. Et puis rien non plus sur le contrôle des contrôles d'organismes, comme le défenseur des droits, par exemple, qui est sous-doté, on le sait, pour faire ces contrôles sur la déontologie de la sécurité. Parce qu'on peut, quand on voit des victimes de violences policières, on peut alerter l'IGPN, mais on peut aussi alerter le défenseur des droits. Et c'est aussi pour les policiers municipaux, c'est aussi pour les agents de sécurité privée, etc., etc. Et les gens ne le savent pas, parce qu'en fait, il y a très peu de plaintes devant le défenseur des droits pour des problématiques avec des agents de sécurité privée. Alors que toi comme moi, on sait bien que, ne serait-ce que par exemple, j'ai un exemple, mais dans le monde de la nuit, des gens qui se plaignent du comportement du videur, il n'y en a pas qu'un peu dans ce pays. Donc, quand il y a très peu de plaintes aux défenseurs des droits, c'est juste que les gens ne savent même pas qu'ils peuvent se plaindre à cet endroit-là. Quoi. Donc, c'est clair que les moyens de contrôle auraient dû être au moins dans leur esprit de se dire bah, on leur file des pouvoirs en plus, mais on les contrôle davantage. Mais même ça, ça y est pas. Tu as parlé de violence policière, c'est un terme qu'on a peu entendu dans la bouche du gouvernement dans le cadre de ce débat, parce qu'il y a un article effectivement qui fait Ça élude. n'existe pas. Et c'est ce Tu que, sais c'est ce bien, que toi comme moi, dit- ça n'existe pas les violences policières. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce qu'a dit Christophe Castaner, ce que dit Gérald Darmanin, ce qu'ils disent tous. Ils sont même en train de nier l'existence même d'un terme. et C'est quand même, si ça on en n'existe est pas, là, quoi. si ça n'existe pas, on a du mal à comprendre cette volonté d'interdire la diffusion des images, et parce que ça va au-delà des violences policières. C'est quoi le risque derrière d'interdire de diffuser ces images-là que la presse utilise aujourd'hui à longueur de journée dans le cadre des manifestations? Mm. Bah, c'est l'article 24 et de ce texte. Alors le risque, c'est que bah, des tas de gens qui filmaient avant aient peur de filmer, donc arrêtent de filmer, tout simplement. Donc qu'on ne dispose plus d'images dont on avait connaissance avant. Ça, c'est un des premiers risques. Et que ces images, elles sont utiles. D'ailleurs, des fois, elles sont utiles à la police aussi. Donc, c'est pas si. Hein, on dit toujours que c'est contre les policiers, mais non, il y a des fois des images amateurs tournées sur les réseaux qui permettent d'appréhender des citoyennes et des citoyens qui ont commis des infractions et des délits. Donc, bon, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Hein. Ça, c'est François Molins. J'ai partagé, d'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter. Je ne sais pas si je l'ai mis sur YouTube et Facebook. Si je crois qu'on l'a diffusé sur les trois réseaux. Donc François Molins, qui était auditionné par la commission d'enquête qui a été demandée par les socialistes sur les pratiques de maintien de l'ordre, qui explique qu'il avait un exemple en tête. En fait, c'est au lycée Bergson, hein, un policier qui avait frappé au visage, un gros coup de poing au visage, un lycéen en marge de la manif, alors qu'il se passait rien. Enfin, c'était vraiment un truc gratuit, quoi. Et eux, ils ont dit, bah voilà, nous parquet, on n'a pas reçu de dépôt de plainte, on s'est auto-saisi parce que ces images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, qu'elles ont prêté à indignation, évidemment. Et donc, ils ont ouvert une enquête, ils ont identifié l'auteur du coup de poing, et il y a eu une enquête, et il est passé devant la justice. Voilà. Concrètement, si on n'avait pas pu diffuser cette image, bah, tout ce que je viens de raconter n'aurait pas pu se passer. C'est pour ça que François Molins, procureur général près de la Cour de cassation, c'est quand même pas n'importe qui, c'est pas un infogauchiste, il n'est pas France Insoumise, hein, donc voilà, est opposé à cet article 24. En tout cas, il le dit pas comme ça, il dit je vois pas l'intérêt de cet article 24. Donc ça devrait interpeller, y compris dans le camp des macronistes euh, et dans le camp de la majorité. D'ailleurs, il y a eu quelques amendements, il faut le pointer quand même, de la part du MoDem pour atténuer et amoindrir cet article. C'est-à-dire que la majorité, aujourd'hui, n'est pas soudée sur ce sujet-là. Et si LREM arrive à faire passer ça, c'est grâce à LR. C'est grâce aux Républicains à la droite. Voilà, très clairement. L'autre risque quand même, c'est que si vous voulez quand même filmer en manifestation, alors le texte de loi, il est clair, hein, il dit que vous n'avez pas le droit de diffuser. Donc en théorie, vous pouvez photographier, vous pouvez filmer, et pas diffuser.
Et il ne dit pas que vous n'avez pas le droit de diffuser dans l'absolu. Vous n'avez pas le droit de diffuser si c'est dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier. Donc si vous voulez le filmer et que votre but, c'est pas de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique et diffuser, c'est-à-dire faire un live en gros, hein, du manif, en théorie, vous ne pouvez pas être inquiété par cette loi. Mais qu'est-ce qui va se passer, et ce qui se passe déjà dans les manifestations en réalité sur le fondement d'autres articles du code pénal, c'est que sur la simple appréciation du policier que vous êtes en train de filmer, il peut dire attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de filmer, vous diffusez où? C'est quoi? C'est un live? Il peut considérer lui-même qu'on porte atteinte à son intégrité psychique, puisque c'est tellement vague et flou. Que tout le monde peut s'y retrouver assez rapidement. En gros, je ne veux pas voir ma tronche sur les réseaux sociaux, ça peut être une atteinte à l'intégrité psychique, hein, ça peut commencer comme ça. Et donc, sur ce simple motif, il peut procéder à l'interpellation de la personne, la placer en garde à vue et la poursuivre, saisir son matériel, etc. Et donc après, on peut se dire que la justice, elle, une fois que la personne sera présentée devant le parquet, après 24 voire 48 heures de garde à vue, on peut imaginer que le parquet dira non mais attendez c'est n'importe quoi, il faisait pas de live donc non c'est pas de la diffusion, ça rentre pas sous le coup de la loi. Ou si c'était en live mais le live était tranquille, il n'a pas insulté les policiers, il n'était pas menaçant, etc. Donc vous aviez pas à l'arrêter. Mais vous n'aviez pas à l'arrêter. Est-ce que le policier sera poursuivi, lui, pour autant, pour avoir fait une arrestation abusive? Non, absolument pas, bien sûr que non. Et en attendant, vous n'aurez objectivement pas pu filmer et diffuser puisqu'on vous aura placé en garde à vue, saisi votre matériel et on vous aura par ailleurs aussi intimidé pour les prochaines manifestations. C'est ça le risque central de ce texte de loi. Et puis voilà, donc le risque juridique de l'atteinte psychique qui est tellement large que je ne sais pas ce qui peut rentrer dedans, mais ça, ce sera l'appréciation des juges. Comme c'est pas défini dans la loi, c'est pas clairement défini, ils mettront ce qu'ils voudront bien y mettre derrière. Donc, il faudra attendre qu'il y ait de la jurisprudence, etc., etc. Parce que, en fait, en réalité, on voit bien. Moi, je reprends par exemple la perquisition de la France insoumise. Les policiers ont plaidé à l'audience qu'on avait porté atteinte, pas juste à leur intégrité physique, parce que finalement, il y a eu vite fait une bousculade, donc bon, c'est pas trop le sujet, mais qu'on avait porté atteinte à leur intégrité psychique. Et d'ailleurs, il y en a un qui a eu 8 jours d'ITT, qui a été donné par un psychologue, en disant il a été choqué. Et qu'est-ce qu'il disait à l'audience? Il disait voilà, ma tête a été diffusée sur toutes les chaînes tout le temps, suite des perquisitions, sur les chaînes d'infos en continu, sur les journaux télé, etc. Et donc, moi, ça m'a mis dans le mal en tant que policier. Et donc, sur cette base-là, vous avez un Jean-Luc Mélenchon et mes autres camarades qui sont condamnés à des peines soit d'amende, et pour ce qui est de Jean-Luc, une peine de prison avec sursis. Déjà en l'état actuel du droit. Donc, on voit comment derrière, en facilitant ce droit, ce code pénal, cette pénalisation, on va faciliter la capacité des policiers à poursuivre et parfois même à faire condamner j'ai même pas envie de dire les journalistes parce que je suis désolé, ça ne concerne pas les journalistes, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, toute personne qui veut faire un live dans une manifestation. Ça me concernera moi en tant que parlementaire. À chaque fois que je vais en manif, on fait un petit live pour dire pourquoi je suis à la manif, expliquer ce que je fais là, etc. Que les gens aient des images, qu'ils voient un peu l'ambiance. Et il n'est pas rare qu'en arrière-plan, quand je suis en train de parler, il y ait des policiers. Je suis sûr qu'en cherchant un peu sur mon Facebook, on va en trouver assez rapidement, quoi. Juste, la question des images, elle est centrale parce qu'il y a aussi un autre aspect de ce projet de loi qui parle de l'autorisation généralisée des drones, de l'utilisation des images qui vont être filmées par les fameuses caméras que porteront les policiers. J'ai même vu, je disais dans l'IB tout à l'heure, qu'ils pourront récupérer les images de certains halls d'immeubles selon certaines dispositions. Est-ce qu'on va, Ouais, est-ce qu'on va hall vraiment vérifier d'immeuble, ça a même des images dans les gares, des images dans les transports en commun, enfin toutes les images en fait, hein. est-ce que c'est une société de surveillance vers laquelle on se dirige? Ouais, on est déjà pas mal dedans, quoi. Alors il y a des gradations, hein. C'est sûr qu'il y a d'autres pays au monde où ils sont déjà un cran au-dessus et avec ces images, ils appliquent aussi la reconnaissance faciale et les algorithmes qui vont avec et c'est là où ça devient une société totalitaire, hein, vraiment, clairement. En tout cas, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là et les garanties démocratiques en face pour ne pas basculer dans cet état totalitaire, elles ne sont pas là. Pour le coup, elles ne sont pas là du tout. Donc, moi, dans l'absolu, au fond, utiliser des drones, je pense que parfois ça peut être utile. Je
Genre même pour une manifestation sportive, pour voir comment les foules bougent, s'il y a besoin de réorienter les gens pour éviter les mouvements de panique. Ça peut être utile en fait. Sauf que on voit que ce que dit le texte, c'est que ouais, ça, on légalise tout et n'importe quoi, des usages, y compris potentiellement disproportionnés de mon point de vue et du point de vue de la France insoumise. Donc c'est clair on est là-dessus et je suis pas sûr, on verra ce que ça donne. De toute façon, je pense qu'on aura 60 députés pour faire un recours au Conseil constitutionnel, au moins sur ces articles-là. Et quand ils ont mis en place les caméras piétons, donc les caméras ventrales là, qu'ils ont, le fait par exemple que le policier ne puisse pas accéder lui-même aux images qu'il filme, c'était pour le Conseil constitutionnel et pour la CNIL, quand ils avaient rendu leurs avis, c'était la condition sine qua non que ce soit que le dispositif soit légal, constitutionnel et acceptable du point de vue des libertés individuelles. Là, on n'aura plus ça, c'est un gros truc qui saute, ça aussi. Hein. Je suis pas sûr que ça passe. Mais est-ce qu'ils vont aller au rapport de force avec le Conseil Constit? Parce que rappelons que c'est quand même une institution pas juste juridique, mais aussi politique. Hein. Et pareil avec la CNIL qui avait aussi émis des avis négatifs sur Stop Covid, puis finalement on l'a fait quand même, puis finalement on a fermé les yeux sur un certain nombre de trucs, puis bon, voilà, etc., etc. Donc ouais, c'est un vrai problème. Et puis en plus, l'objectif, et c'est inscrit en tant que tel dans le texte, hein, c'est pas juste de filmer tout le monde pour faire des poursuites judiciaires, etc. Parce qu'à la limite, si c'était uniquement dans un cadre judiciaire aux mains de la justice, Faire de on la peut le com. déplorer, mais ma foi, c'était une garantie aussi comme une autre, quoi, que ce soit dans le système judiciaire. Mais là, ils le disent, ils veulent mener la guerre des images, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir utiliser les propres images qu'ils filment comme outil de communication externe, eux, sur les réseaux sociaux, avec les images. Et là, il n'est pas prévu qu'on floute les gens. Il n'est pas prévu qu'on floute les gens sur les vidéos que pourront diffuser les policières et les policiers, les gendarmes, à la fois de manifestants qui sont en train de casser une vitrine, j'en sais rien, on peut imaginer tout et n'importe quoi, hein, ou d'un zozo qui va insulter et provoquer les policiers, ils vont faire tourner ça en boucle, dire, regardez, c'est ça les manifestations, c'est ça les islamo-gauchistes. Hein, voilà. Donc, ouais, jusqu'à présent, la police s'honorait de ne pas faire ça pour éviter quoi? Non pas que ce soit qu'on se dise bon, c'est pas si grave d'insulter un flic, d'aller le provoquer physiquement ou de casser une vitrine, c'est pas ça le sujet. C'est que on savait que fonctionner de la sorte, ça participait d'une escalade. Ah oui, balance mes images, tu balances les images, balance mes images, et que ça crée de la tension. Et donc, ça augmente le niveau de violence. Or, la responsabilité de l'ordre public ou de la paix publique, c'est de faire baisser le niveau de tension et faire baisser le niveau de violence. Et c'est pour ça que un policier, un gendarme, ou un CRS en tout cas, un gendarme mobile, doivent accepter de se prendre des canettes en manif avec les boucliers et les casques sans broncher, sans systématiquement déclencher les lacrymos contre tout le monde. Or là, on est passé dans autre chose. Moi, je me souviens des manifs il y a encore une dizaine d'années où bah ouais, il y avait toujours quelques oiseaux à l'arrière qui balançaient une canette. Bon, ils se prenaient 2 ou 3 canettes et c'est pas pour autant qu'il y avait réplique de lacrymo immédiate. Parce que si dès que vous prenez une canette, vous aspergez de lacrymo 2000 personnes, alors qu'il y a qu'un zozo qui a balancé sa canette, ça paraît disproportionné. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la logique même. Moi, les manifestations en juillet dans lesquelles je suis allé à Lille, sur la question des violences policières suite à la mort de George Floyd, etc., et du regain de mobilisation. C'était calme, il y a eu un point de crispation, il y a un mec qui a poussé un policier sur le cordon de CRS qui était en première ligne, et ils ont sorti les lacrymos, ils ont aspergé tout le monde. Ça, en plus, après le confinement, ça m'avait pas manqué, mais je savais plus exactement quel goût ça avait le lacrymo. Hein. Et j'ai eu un palais de lacrymo qui a roulé entre mes jambes. J'étais en train de courir, enfin, ah j'avais les yeux qui pleuraient. Enfin bref. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique globale déjà avant cette loi, et cette loi, elle vient enfoncer un certain nombre de clous qui sont véritablement problématiques. Et des fois, on se dit, bon, là, ça va parce que c'est que la République en marche au pouvoir. Si c'était le Rassemblement national au pouvoir, ça serait plus problématique, vu les moyens qui sont alloués. Et j'ai envie de dire que c'est déjà problématique, hein, sans que le Rassemblement national soit au pouvoir. D'ailleurs, on peut se poser la question si, sous certains aspects, le Rassemblement national n'est-il pas déjà au pouvoir. Voilà, je le dis comme je l'interprète et je le pense, parce qu'on est dans cette situation, dans cette situation-là, et avec une faiblesse des moyens de contrôle qui sont
qui ne permettent pas qu'on puisse dire qu'on est dans un état de droit démocratique avec des garanties, etc. On va finir sur un sujet un peu plus léger, si je veux dire, mais on se parle. Il y a certainement le décompte des signatures de Jean-Luc Mélenchon qui a dû atteindre 150 000. J'ai regardé juste avant le début de l'émission, donc je pense que ça ne doit pas être loin. Je vais regarder tout de suite. Les réactions ont été du côté de la majorité en disant que c'était irresponsable parce qu'il y avait la crise sanitaire, on n'avait pas à se déclarer candidat. Du côté d'une partie de la gauche, il a été de dire c'est la division une fois de plus. Pourquoi cette candidature maintenant? Comment toi tu le perçois? Quel est son objectif? Est-ce que c'est effectivement une division de la gauche ou est-ce que c'est pas du tout la porte fermée au rassemblement après? Alors, ça y est, on a passé les 150 000, je vais regarder. Alors, les gens le verront un petit peu en différé, donc ils constateront aussi par eux-mêmes. Bon, alors déjà dire qu'en fait, c'était le calendrier qu'on avait annoncé cet été aux universités d'été. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein. Discours de clôture à Valence, Jean-Luc Mélenchon dit je donnerai ma réponse, savoir si je me propose ma candidature fin octobre, début novembre. Bon, bah, ça tombe bien, on est début novembre. La question pour nous, c'était est-ce qu'on décale le calendrier vis-à-vis de la crise sanitaire? Ça, c'est la question dont on se l'est posée, effectivement. Parce qu'y compris l'espace médiatique est saturé. Il y a des élections américaines, il y a plein de trucs, etc. Et donc on peut se dire, bon, y compris d'un point de vue, juste de notre point de vue, c'est peut-être pas le moment pour maximiser l'impact d'une déclaration de candidature. Et puis finalement, on s'est dit que d'une, il n'y aura peut-être jamais de bon moment. C'est comme quand on repousse les élections en disant que peut-être le Covid sera moins fort, on va peut-être repousser les élections de 2 mois, mais est-ce que 2 mois plus tard, il y aura moins de contaminés, moins de gens à l'hôpital, etc. On n'en sait rien, donc à un moment donné, c'est interminable. Donc il faut avoir la volonté de poser des actes politiques. Et là, il y a un acte qui a été posé, qui est celui de la déclaration de candidature de Jean-Luc, et qui est aussi un point d'appui pour dire, écoutez, nous, on est aussi candidat à proposer des alternatives à la gestion de crise du gouvernement. C'est pas pour parler d'autre chose que Jean-Luc Mélenchon est candidat, c'est pour parler du sujet et pour dire il y a une alternative. On pourrait faire autrement, on pourrait faire différemment, on devrait faire différemment par rapport à la gestion actuelle. On se voit dans les lycées, les petits commerces, etc. Je ne rentre pas dans le détail des sujets, mais et c'était l'expression qu'il a lui-même dite sur TF1, qui était de dire il faut rallumer une lumière au bout du tunnel, parce que la situation est anxiogène, angoissante pour beaucoup de gens. On voit que les élections départementales et régionales risquent d'être plutôt un fiasco démocratique vu la faiblesse du niveau de participation à venir, et que si on restait comme ça là à attendre, finalement, pour le camp politique et le nôtre de la gauche, qu'on appelle finalement la gauche, ça aurait été plutôt une séquence de désespérance qu'une séquence d'espoir, quoi. Et donc là, on pose un acte politique qui permet d'un point de repère où on se dit, ben voilà, on a, certes, il y a un tunnel, certes, ça va être compliqué, mais on a une perspective qui est celle de 2022 de l'élection présidentielle. Après, est-ce que la gauche, tout ça, la candidature unitaire, bon, je sais pas. Fabien Roussel, je crois, a annoncé sa candidature la semaine dernière. Les Verts, ils sont déjà. Sandrine Rousseau a annoncé qu'elle était aussi candidate à la candidature en interne il y a 2 semaines maintenant, 2 semaines et demie. Yannick Jadot est déjà candidat, Eric Piolle est déjà candidat. Est-ce qu'on leur a dit ça? Est-ce qu'on leur a fait le procès en disant mais c'est pas le moment alors, comme si c'était pas le moment de faire de la politique, parce que c'est le moment de la gestion de crise. Mais absolument pas. C'est ce qu'on réclame en plus dans la gestion de crise. Plus de politique, plus de démocratie, plus de discussions collectives pour que les gens consentent aux dispositifs qui sont mis en œuvre. Et pas que ce soit à la matraque. On revient sur la discussion première, hein, qu'on disait tout à l'heure, sur la dérive autoritaire. Donc, moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'il y ait différents candidats à gauche. Bon, à un moment donné, si les organisations politiques en sont là, c'est qu'au fond, elles ne sont pas d'accord sur le programme. Il faut arrêter avec ce délire de trucs d'égo, je sais pas quoi. C'est pas le sujet, quoi. C'est des sujets politiques de fond. Nous, on a un programme. Dans bien des cas, moi, les autres candidats des autres organisations politiques, je ne sais pas ce qu'elles proposent. Et particulièrement sur les questions de sécurité. Je me retrouve souvent bien seul quand je fais un comparatif des programmes des organisations de gauche. Je me dis, bah, ils pensent quoi? Bah, moi, je sais ce qu'on pense. On écrit des choses sur le sujet, on fait des vidéos, on a eu le livret sécurité, enfin, il y a plein de choses, des auditions. J'ai fait le rapport de la commission d'enquête sur la justice, enfin, il y a beaucoup d'éléments, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce qu'à la fin, il s'agit d'appliquer un programme. C'est pas juste une course de petits chevaux pour gagner l'élection présidentielle. Et ça revient à ce que je vais terminer là-dessus. C'est pour ça qu'on on a souhaité partir en campagne tôt, comme les fois d'avant, je le redis, c'est-à-dire comme 2017, comme 2012, parce qu'on a besoin de convaincre les gens, pas juste de les séduire, pas juste de leur dire ah Jean-Luc Mélenchon c'est le meilleur, etc. Parce qu'en plus si c'était que ça, je pense qu'on n'y arriverait pas, donc c'est pas la peine. On a besoin de les convaincre pour deux choses: un, gagner; deux, appliquer le programme. Parce que derrière, pour l'appliquer, si les gens ils sont pas briefés en amont sur ce que vous comptez faire, faut pas qu'ils découvrent le programme une fois qu'on est élu, quoi.
Ça, c'est pas bon du coup, puisqu'en plus, on a un programme de rupture avec le capitalisme financiarisé, le capitalisme tout court, dans un tas de domaines. Et donc, il faut qu'il y ait une adhésion. C'est pour ça aussi que la plateforme qu'a lancée Jean-Luc s'appelle Nous sommes pour. Il a dit, voilà, il faut une majorité d'adhésion. C'est ça qu'il y a derrière, parce qu'on pense aussi, pas juste à gagner l'élection présidentielle, mais à l'exercice du pouvoir, qui est tout aussi important. Mais merci Hugo pour cet éclairage à la fois sur la loi sécurité et sur, voilà, sur ta vision de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche. Et bon courage pour les futures batailles à mener. Merci, merci à toi.